Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour le 259e épisode du podcast, où il sera question aujourd'hui d'histoire coloniale et d'un Algérien pas ordinaire à la fin du 19e siècle. Vous nous retrouvez en ligne sur le site paroledhistoire.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Arthur Asseraf, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Fayard Le Désinformateur sur les traces de Messaoud Djebari, Algérien dans un monde colonial, qui est un livre tout à fait passionnant, très original, sur un personnage lui aussi très original. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre que vous avez choisi, Le Désinformateur? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Alors, c'est un titre qui m'est venu assez tard. Messaoud Djebari est un homme qui m'a mis du temps à comprendre et qui a eu plusieurs occupations. Il a été interprète, il a été explorateur, il a écrit beaucoup d'articles, un livre, et j'avais du mal à le catégoriser. Et finalement, je me suis rendu compte que toutes ces occupations avaient à voir avec l'information. C'était quelqu'un qui vendait un but stratégique politique. La désinformation, on pense par exemple à l'actualité, à par exemple la télévision russe, des choses comme ça, des projets étatiques. Messaoud Djebari est un désinformateur, pas dans le sens où il travaille au service d'un État, mais dans le sens où il sème le trouble dans le monde de l'information de son époque, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Si on devait restituer de manière linéaire sa trajectoire entre la première et la dernière trace dans les archives, qu'est-ce qu'on pourrait dire de son parcours en essayant juste de l'objectiver? Il est né là, et puis il a fait ci ou ça. Alors, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on peut retrouver de manière la plus fiable, Messaoud Djebari est né au début des années 1860, sous le Second Empire, en Algérie, dans l'est de l'Algérie, dans la région de Guelma, dans une famille assez pauvre, très modeste, et il a réussi à bénéficier d'une éducation en français et en arabe, ce qui est très très inhabituel à l'époque. Il a été impliqué au début des années 1880, dans une première affaire où il était parti en Tunisie et il a participé à une société secrète dont on ne sait pas si elle est réelle ou imaginaire, au moment de l'invasion française en Tunisie. Ensuite, il a eu une activité, on pourrait qualifier de militante en métropole, parce qu'il a donné plusieurs conférences à Paris et à Marseille au début des années 1880. Ensuite, il s'est engagé dans l'armée. Il a été spahi, donc c'est-à-dire cavalier en Algérie. Il a eu une phase où il est devenu explorateur, donc il a été envoyé en mission d'exploration en Afrique de l'Ouest. Donc il est allé au Dahomey, c'est-à-dire au Bénin actuel, et au Nigeria. Séjour qui a donné lieu à de multiples controverses, puisque quand il est rentré, il a eu des conflits avec les personnes qu'il avait envoyées, et il en a tiré toute une sorte de polémique publique qui lui a mené à devenir assez célèbre à Paris. Et ensuite, il a disparu. Donc après 1896, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, juste qu'il a divorcé en 1903 à Tunis, mais on ne sait pas quand il est décédé. Il y a quelque chose d'assez passionnant dans cette trajectoire, en dehors de l'activité propre du personnage, c'est comment quelqu'un peut passer à cette époque de la plus pleine lumière avec des conférences données en plein Paris à une obscurité totale, puisqu'on perd sa trace. Est-ce que ça vous a frappé en cherchant justement les traces de ce personnage ? Oui, alors il y a quelque chose qui me paraît propre à l'époque, je pense, c'est-à-dire au système médiatique à l'époque, qui font qu'on a énormément de journaux, on est en pleine belle époque, il y a des scandales tout le temps, donc on peut devenir très célèbre. Et puis d'un autre côté, ces systèmes d'information sont très fragiles, c'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne notamment de la France métropolitaine, en Algérie, il n'y a pas vraiment d'état civil à l'époque. Donc c'est assez facile de disparaître finalement si on veut. Donc j'ai retrouvé des personnages un peu similaires, ça m'a frappé, des gens qui venaient de milieux très modestes et qui sont devenus très célèbres. Mais d'un autre côté, il y a aussi quelque chose de spécifique à son origine coloniale qui fait que c'est plus simple, je pense, de disparaître parce que l'État collecte beaucoup moins d'informations sur les Algériens musulmans. Alors, à plusieurs reprises dans le livre, vous parlez d'autres enquêtes qui ont pris un personnage, qui ont essayé de le suivre, soit parce qu'on en sait très peu, soit parce qu'on en sait beaucoup, soit parce qu'il est très original. Il y a par exemple Pinago avec Alain Corbin, il y a Menocchio avec Ginsburg. Donc évidemment, on vous souhaite que Djebari finisse par être aussi archétypique en quelque sorte que ces deux-là. Pourtant, c'est très différent. Et peut-être pour le comprendre, il faut dire en quoi ce personnage qui parle le français et l'arabe, il est, vous avez commencé à le dire, atypique, mais en même temps, il est aussi un produit de la société coloniale. Il ne peut exister finalement que à ce moment-là, d'une certaine manière.
Alors déjà, vous me flattez avec, Ginsburg et Corbyn. La raison pour laquelle je pense que Djebari est différent, c'est surtout parce qu'il a cherché à être vu. C'est-à-dire, c'est pas un inconnu que je suis allé déterrer, c'est quelqu'un qui a tenté de laisser le plus de traces possible à son époque. Et donc, finalement, l'enquête, c'était pas tellement moi, historien, qui allais le dénicher, mais c'était plus une sorte de lutte, une face-à-face entre sa manière de construire la vérité à l'époque, parce qu'il a raconté beaucoup de mensonges, en gros, pour le dire très rapidement, et mes méthodes d'enquête, les méthodes qu'on a tous comme historiens. Donc c'est ça qui est spécifique. Le contexte colonial, je pense, fait que on est obligé de se mettre plus en danger ou de se questionner plus sur ces méthodes. Évidemment, il y a un intérêt très fort pour l'histoire coloniale, notamment de l'Algérie, mais pas seulement ces dernières années. Mais j'ai l'impression souvent que cette histoire agit comme une sorte de supplément à une histoire européenne qui existerait déjà. C'est-à-dire, on a l'histoire de la France et puis on va rajouter des sortes de chapitres ou des personnages issus d'un autre endroit. Alors qu'en fait, quand on s'intéresse vraiment à la colonisation, de mon point de vue en tout cas, ça modifie la manière qu'on comprend de faire l'histoire, parce qu'on comprend que l'histoire scientifique, telle qu'elle s'est élaborée, on va dire très rapidement au 19e en Europe, est une discipline qui participe à la colonisation, qui exclut des personnes. Et donc, quand on essaie de les chercher, on est obligé de se questionner sur ses propres méthodes. Et pour revenir à l'identité de Djebari lui-même, au fait qu'il a cette éducation, malgré tout, qui n'est pas commune dans le monde algérien, qu'il joue un rôle d'intermédiaire auprès des Français, il est traducteur à un moment, donc il est même un rouage indispensable de la colonisation à certains égards. Est-ce que c'est pas un produit très particulier d'un moment colonial singulier qui existe ni avant ni après sous cette forme-là ? Vous avez tout à fait raison. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce genre de personnage. J'arrive déjà sur une historiographie très très riche depuis les années, on va dire 80-90, du point de vue international. Sur la colonisation, on s'est beaucoup intéressé à ces figures de l'entre-deux, à ces intermédiaires. Alors dans tous les contextes, en Inde, en Indonésie, donc pas seulement dans l'Empire français. Parce que finalement, ces personnages nous montrent toutes les ambiguïtés du pouvoir colonial qui, à la fois, paraît si hégémonique et d'un autre côté très fragile. Finalement, la colonisation, ça tient à très peu de personnes et à très peu de moyens. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce genre de personnages qui, effectivement, ne peuvent exister qu'à ce moment très particulier et charnière. Et avec Djebari, c'est même encore plus spécifique parce qu'il arrive à un moment où, quelque part, en Algérie, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire la colonisation à la fin du 19e siècle, elle est déjà extrêmement installée. C'est une colonisation de peuplement. Il y a très peu d'intermédiaires, finalement, indigènes, alors qu'il y en avait avant. Et donc, ces mouvements suivent les expansions de l'Empire. Alors, d'abord en Tunisie, qui est un nouveau protectorat en 1880, puis en Afrique de l'Ouest, dans les années 1890, au moment de la conquête, parce que là, comme c'est des moments de conquête, d'expansion et donc de fragilité du pouvoir colonial, là, ils trouvent une sorte de place d'intermédiaire utile. Mais juste pour en finir, on s'est beaucoup intéressé à ces personnages, mais peut-être pas assez à leur subjectivité, qui est quelque chose qui m'a intéressé dans cette enquête. C'est-à-dire, oui, quand on regarde le système colonial dans son ensemble, on comprend très bien pourquoi ces personnages finissent par exister et on les retrouve partout. Mais finalement, qu'est-ce que ça voulait dire d'être un homme, ou plus rarement, mais ça existe aussi, une femme comme ça, qui finalement est tout le temps en train de mentir à quelqu'un ou d'occuper une place ambiguë. Peut-être que lui ne le voyait pas comme un mensonge, mais justement, ça pose une question de qu'est-ce que lui, il pensait qu'il faisait de sa vie. Alors, la première fois que vous le croisez dans vos recherches au moment de votre thèse, la première fois qu'il surgit comme ça au détour d'une archive, c'est à propos d'une affaire de conspiration de sociétés secrètes. Et peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu ce qui se produit à ce moment-là, à la fois dans votre recherche, vous dites j'ai trouvé le jackpot parce que là, on a des gens qui militent clandestinement, etc. Et puis, ça se complique parce qu'on se rend compte que peut-être que ce qui est dit n'est pas tout à fait vrai, peut-être que c'est amplifié, c'est plus compliqué. Oui, alors c'est comme ça que le livre commence. Donc en 2014, j'étais en train de faire ma thèse, j'étais aux archives diplomatiques à La Courneuve. Et puis, donc, je suis tombé sur ce document qui est un compte-rendu d'une société secrète algérienne en 1880, qui est extrêmement détaillé et extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a des discours politiques de plusieurs hommes qui discutent en fait de l'invasion de la Tunisie
qui est en crise alors à ce moment-là, la Tunisie voisine. Et je me suis dit, voilà, ce document, il est génial. Ça montre une organisation clandestine, plein d'avis. Et puis en plus, ils sont impliqués dans la politique internationale, donc ils parlent de l'Italie, de plein de choses. Oui, on est au moment aussi où historiographiquement, on s'intéresse à l'agency décolonisée, on s'intéresse à toutes les connexions transnationales. Donc là, c'est comme la pièce manquante du puzzle pour restituer quelque chose dont on voudrait que ça existe historiographiquement, mais on n'a pas toujours les traces pour le faire. C'est exactement ça. Moi, j'ai été formé à l'histoire internationale et mondiale, on va dire. Et donc là, si je voulais prouver que les Algériens étaient cosmopolites, ce qui est souvent un peu l'objet de ce genre de livre, c'est-à-dire c'est de dire ah finalement on pense qu'ils étaient colonisés et provinciaux, mais non, en fait ils avaient des connexions avec partout. Et donc là, c'était génial. Et puis ce document, en le relisant, il était un peu trop parfait. Il y avait quelque chose d'un peu suspect, un peu trop lisse, et donc il m'a fasciné. J'ai fini par essayer de retrouver la trace de cette société et puis de suivre l'enquête qui avait été faite à l'époque donc par les autorités, par le préfet à Constantine. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que cette société n'a sans doute pas vraiment existé. Alors, peut-être sous une forme, mais en tout cas, c'est Messaoud Djebari qui a inventé ce compte-rendu et la plupart des activités de cette société. Et on se rend compte que l'administration coloniale n'est pas capable de savoir beaucoup de choses sur la vie des Algériens, et que c'est pas qu'ils n'avaient pas d'idées sur le monde, mais qu'en fait, ces idées sur le monde, elles n'étaient pas forcément si séparées de l'administration française. On voit en tout cas que dès 1881, Djebari, qui est peut-être pas un vrai conspirateur, est quand même quelqu'un qui a compris que l'information avait de la valeur et que en manipulant l'information, il pouvait finalement exister, peut-être changer de statut social, avoir des interlocuteurs importants, être reçu par le préfet, par un haut fonctionnaire. Et finalement, cette valeur de l'information, c'est un peu le fil rouge de tout ce qui devient par la suite. Il semble avoir une capacité assez instinctive à comprendre qu'il est le seul à avoir accès à plusieurs milieux et que c'est comme ça qu'il peut donc faire carrière, en quelque sorte. En l'occurrence, en 1880, il est le seul à avoir accès donc à la fois à la sociabilité des notables musulmans de sa région dans l'est de l'Algérie et en Tunisie. Alors, il affirme rencontrer le premier ministre tunisien, le roi d'Italie. Bon, ça, on n'en est pas sûr. Et de l'autre côté, d'avoir accès au code de l'administration française. C'est-à-dire qu'il connaît les codes de l'administration française, il sait comment se rédigent les rapports. Et c'est ça qu'il réussit à monétiser et qui va effectivement se retrouver dans ses affaires suivantes. L'affaire suivante, principale en tout cas, c'est une affaire double, à la fois une mission d'exploration, et puis ensuite, l'explorateur, une fois revenu, fait scandale en quelque sorte. Alors, en vous lisant, j'ai beaucoup pensé à l'exposition qui a eu lieu récemment à la BNF, on en avait parlé avec Hélène Blais, parce que cette exposition, elle a restitué aussi des figures qu'on n'attend pas quand on a en tête le cliché de l'explorateur, type Tintin au Congo, casque colonial, Bermuda, etc., qui sont des explorateurs entre guillemets indigènes, des explorateurs issus d'un monde colonial ou proche-oriental non européen. Et du coup, Djebari, il fait partie, finalement, il s'insère en tout cas dans ces figures qui sont des figures non européennes de l'exploration. Alors, une fois de plus, là, je m'inscris donc dans une historiographie qui a été très importante, de recherche de ces figures de l'exploration. Et vous mentionnez très justement cette exposition et Hélène Blais. Mais il y a quelque chose d'un peu différent, je pense, dans le personnage de Djebari, qui est que, en gros, ce qu'on a dit surtout ces dernières années, c'est il y a donc ces figures d'explorateurs, généralement masculins, blancs, européens, très connus. Et puis, derrière ces figures d'explorateurs, il y a des figures moins connues qu'il faut aller déterrer. Or, avec Djebari, c'est pas vraiment le cas, parce que déjà, il était désigné comme explorateur à l'époque. Et moi, c'est ça qui m'a mis du temps à comprendre, et que j'avais presque envie de délégitimer, c'est-à-dire j'avais envie de dire « Ah mais non, c'était pas un vrai explorateur ». Alors que si, il a été envoyé en mission par la Société de Géographie, ça a été payé. Mission géographique et militaire, entre guillemets, parce que comme très souvent, la Société de Géographie, c'est un peu la façade de recherche de renseignements pouvant servir l'entreprise coloniale. Tout à fait, donc on peut après argumenter du fait que c'est pas scientifique. Il est envoyé en gros dans la région du Bornou et du lac Tchad, qui est une région stratégique pour les Français à l'époque et difficile d'accès en fait pour les Européens à cause de conflits qui se passent là-bas. Donc ils envoient un Algérien musulman mais qui est payé par la France. Donc
essayer de comprendre que Djebari était vraiment explorateur, n'était pas juste une sorte d'auxiliaire, voilà, parce qu'en fait c'est souvent un peu comme ça qu'on les retrouve, des auxiliaires, des porteurs, alors qu'en fait il avait lui-même son auxiliaire, donc un Nigérian qui est un personnage aussi très intéressant, Ahmed Fellati, qui lui-même on peut qualifier d'explorateur, mais qui n'a pas été qualifié d'explorateur à l'époque, contrairement à Djebari, qui joue donc en gros sur cette mythologie, c'est-à-dire il s'en empare et il essaie de le médiatiser. Alors c'est un passage intéressant aussi d'un point de vue historiographique parce que vous dites qu'à ce moment-là, lorsque vous rencontrez ce Djebari explorateur qui va au Sahel, qui va de l'autre côté du Sahara, du coup ça vous oblige aussi à changer d'habitude intellectuelle. Quand on est formé à l'histoire du Maghreb colonial, c'est tout à fait dépaysant, dans un premier temps en tout cas, de se confronter à l'Afrique subsaharienne et de comprendre que en fait il y a bien des réseaux plus vastes, des horizons plus vastes. On peut le savoir théoriquement, mais quand on mène la recherche, c'est peut-être différent. C'est très compliqué, on se retrouve face à des noms qu'on ne connaît pas, des discussions historiographiques qu'on ne maîtrise pas. Alors il y a de plus en plus de conversations extrêmement intéressantes de ce point de vue-là, et puis on a de la chance d'avoir des très bons travaux sur le début de la colonisation du Sahel. Vous avez reçu récemment Camille Lefebvre, par exemple, mais effectivement, je pense que le problème souvent de l'histoire coloniale, c'est que, quel que soit son domaine de spécialité, on finit au mieux à avoir une histoire du territoire dont on est le spécialiste et peut-être de la métropole. Et on a ce face-à-face. Et donc, en fait, là, ce qui se dessine avec Djebari, c'est un triangle. C'est pas du tout la même histoire. C'est quelqu'un qui, alors effectivement, va en France, mais va aussi dans un territoire qui n'est pas le sien et qu'il décrit comme exotique et même avec carrément une description extrêmement raciste. C'est-à-dire les choses qu'il écrit sur les Noirs, il n'y en a pas énormément, mais elles sont tout à fait imprégnées du racisme de son époque. Et moi, je dirais, et c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, qu'il est tout à fait possible pour un Maghrébin d'être raciste envers les Noirs à cette époque. Et ça pose la question donc de rapport interne à l'Afrique, entre différentes régions de l'Afrique, qui alors sont souvent discutées, mais en fait comprendre comment elles s'intègrent dans tout un réseau avec la France et avec l'Europe, c'est pas si évident que ça à décrire. D'autant que vous montrez qu'il y a cette extension vers le sud, mais aussi vers la métropole, parce que Djebari, quand il vient à Paris, il n'est pas nécessairement le seul Algérien déjà présent ou le seul Maghrébin déjà présent dans la capitale. Il s'intègre dans un univers où finalement, voir un Algérien prendre la parole en public, à la fois ça surprend, il y a des journalistes qui en parlent, il y en a qui sont choqués, mais il y a aussi des gens qui trouvent ça relativement normal, en tout cas c'est l'impression qu'on a en vous lisant. Donc ça veut dire que la coupure entre la métropole et la colonie, il faut peut-être aussi la remettre en question ou la penser différemment. Tout à fait. Quand Djebari fait, on va dire, exploser son affaire à Paris, donc à l'été 1895, ce qui m'a surpris, c'est à quel point cette affaire n'avait pas été traitée dans l'historiographie, parce que la presse sous la Belle Époque, les affaires, c'est très connu. On est dans des choses qui sont extrêmement bien travaillées, et des affaires, il y en avait presque toutes les semaines, et pourtant, celle avec Djebari n'a pas reçu l'attention qui serait assez naturelle, parce que c'était très connu à l'époque, même s'il a disparu ensuite. Et je me suis posé la question de savoir si c'était parce que c'était un homme venant des colonies, un Algérien qui avait été à l'origine de cette affaire. Parce que quand on le suit, on se rend compte que oui, il y a plein de personnages autour de lui qui sont assez proches. On a l'affaire Norton, par exemple, avec Clémenceau quelques années plus tôt. Norton, donc, qui vient de l'île Maurice. Et on en a d'autres autour de lui. Et je pense que c'est parce que on a séparé finalement dans l'historiographie de la métropole française et des colonies alors au Maghreb et au Sahel, plus qu'elle ne l'était à l'époque. Finalement, les gens à l'époque voyaient beaucoup plus cette actualité en Afrique comme immédiate, et il y avait beaucoup plus de circulation d'informations que ne donne l'impression, enfin, en tout cas c'est mon impression, que ne le donne l'historiographie de la France métropolitaine. Cette exploration en Afrique qui vise à ramener des informations, qui vise à faciliter la pénétration coloniale dans ce qu'on appelle alors le Soudan, un très vaste Soudan finalement qui serait toute l'Afrique centrale, tout le Sahel, elle produit pas tout à fait les résultats escomptés. Et on a l'impression en vous lisant que comme ça échoue du côté militaire, comme en gros les informations qu'il rapporte finalement, il a beau les enjoliver, il a beau en faire des tonnes, les militaires le croient pas forcément, on se rend compte qu'il y a un peu une impasse. Du coup, il va peut-être monétiser autrement l'information parce qu'il y a un grand public très friand de nouvelles sensationnalistes sur lesquelles on pourra revenir. Mais en gros, voilà, est-ce que cet échec, entre guillemets, à convaincre les militaires lui permet de reconvertir et de réutiliser l'exploration sous d'autres formes ? Exact. Ça se passe en plusieurs temps.
C'est-à-dire qu'il rentre donc de sa mission d'exploration par le Bénin à Tunis, où il retrouve donc l'officier qu'il a envoyé, le commandant Rebillet. Et puis il est visiblement très malade, ça ne se passe pas très bien, et il se passe une sorte de crise d'1 an où on ne sait pas trop ce qu'on va en tirer de cette mission d'exploration, où il n'a pas été, ça c'est clair, dans la région où il était censé aller, ça c'est avéré, et même lui-même ne prétend pas y avoir été, mais de plus en plus il prétend avoir été autre part, et s'élabore une histoire de plus en plus précise, qui est que dans ce qui est actuellement le Niger, il aurait vu des Européens, des Blancs, et qu'il est convaincu d'avoir des détails, que ce seraient les survivants de la mission Flat Earth. Alors, mission qui n'est pas très connue aujourd'hui, mais à l'époque était extrêmement célèbre. On a des monuments. J'étais hier d'ailleurs dans le parc Montsouris. Si vous allez dans le parc Montsouris, il y a un monument à la mission du colonel Flat Earth. Et cette mission, donc, qui avait été assassinée par les Touaregs en 1881, avait créé une très forte émotion à l'époque, une très forte émotion patriotique. Et en fait, on n'avait jamais retrouvé les corps. Parce qu'ils avaient été tués au fond du désert. On avait juste des témoignages de tirailleurs algériens qui accompagnaient l'expédition, qui eux avaient survécu, qui étaient revenus. Et donc Djebari arrive en disant « J'ai été au fin fond de l'Afrique et je les ai vus ». Et ça crée une émotion extrêmement forte. Et oui, on a l'impression qu'au fur et à mesure, parmi toutes ces histoires, il sent que c'est celle-ci qui a le plus d'impact et qui intéresse le plus un public en France, notamment, mais aussi internationalement. C'est-à-dire que cette obsession avec les explorateurs disparus qu'il faut aller sauver, elle est très présente en fin du 19e siècle. Oui, c'est Dr. Livingstone, I presume. Exactement. Donc, on a l'impression qu'il veut rejouer les Stanley. Ou en tout cas qu'il se moule très bien, et puis que les autres aussi, les autres journalistes, tout ce public autour de lui est prêt à lui accorder ce rôle, et il envisage de repartir, en fait. On voudrait refinancer une expédition pour aller chercher ces survivants qui n'ont sans doute, pour être clair, pas existé. Hein. Il faut le dire, on n'a jamais retrouvé les corps, mais c'est très peu probable qu'il les ait vus, surtout qu'il ne l'a pas dit quand il est rentré de l'expédition, il l'a dit que plus tard. Alors cette idée qu'il a vu des survivants de cette mission presque 15 ans après, qui vivraient comme ça dans une tribu, parlant l'arabe maintenant, sous des déguisements mais quand même reconnaissables, avec plein de détails, mais en même temps à la fois assez crédibles mais pas très crédibles, parce que suffisamment vague pour que ça puisse être cru. Il l'a mis dans un livre. Le livre, il est sur Gallica. En préparant notre entretien, je suis allé le voir, je l'ai lu en partie, c'est très très étonnant comme écrit. Qu'est-ce qu'on peut dire du livre de Messaoud Djebari, qui paraît à Tunis, si je ne me trompe pas, qui est vraiment un des écrits les plus atypiques que j'ai pu lire de cette époque? Alors, quand je l'ai découvert, ce livre, donc moi je travaillais sur plutôt la première affaire en 1881, et je l'ai découvert par surprise, et ça m'a fait un choc, parce que je m'imaginais un personnage très obscur, voilà, une sorte de subalterne, quelqu'un à qui il fallait donner la parole. Et donc en fait, se rendre compte qu'il avait écrit tout un livre extrêmement détaillé et puis extrêmement complexe. C'est un livre... Et très personnel aussi, avec un ton... Il y a quelqu'un qui parle. Il a une voix très particulière, et on le reconnaît dans tous ses écrits. C'est-à-dire, on a immédiatement la sensation « Ah oui, ça c'est sûr que c'est Messaoud Djebari ». Et alors ce livre, donc Les survivants de la mission Flat Earth, il est publié par un éditeur à Tunis, Brignoles, en 1895. Raconte sa version des événements lors de sa mission. Et c'est une sorte de défense de la vérité, c'est-à-dire qu'il estime que la hiérarchie militaire qu'il a envoyée essaye de nier l'existence de ces survivants, et que lui, il a toutes les preuves pour les développer. Et il a une écriture qui est à la fois extrêmement passionnante et puis extrêmement troublante, parce que finalement, le plus on le lit, comme il dit, eh ben oui, vous pourriez douter en me lisant, mais je vous rassure, j'y ai pensé tout. On a l'impression qu'il anticipe en fait toutes les questions qu'on pourrait avoir face à un récit si improbable. Et c'est ça qui fait sa force. C'est en tout cas, moi, et puis ça me rassure que vous aussi, ça vous ait marqué. Il y a quelque chose de très fort dans ce récit, mais qui est aussi difficilement compréhensible, on va le dire.
qu'il y a un récit, mais c'est pas seulement un récit, parce qu'on a aussi l'impression d'un collage. C'est un texte qui est vraiment très atypique, parce que il y a des passages qui sont presque de la philologie arabe, où il explique que tel mot peut vouloir... Il fait de l'étymologie, avec d'ailleurs des caractères arabes qui sont imprimés dans un livre en français. Ça doit pas être si courant malgré tout. Enfin, j'imagine dans le monde colonial, mais en tout cas, pour un lectorat plus large en métropole, c'est quand même quelque chose qui peut peut-être surprendre. Il y a des passages qui se présentent comme des rapports officiels. Donc, on a l'impression aussi d'une sorte de collage documentaire d'une forme très très singulière, pas forcément maîtrisée, mais qui produit des effets inattendus. C'est là où on en revient peut-être au qualificatif de désinformateur et plus que auteur ou romancier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'unité d'information. Qui transmet des unités assez précises d'informations qui peuvent se monnayer. Mais c'est pas forcément un récit cohérent qu'il produit. Et au contraire, on a l'impression qu'il est très doué dans l'accumulation de détails. Et justement, cette accumulation de détails avec, alors parfois des détails historiques, des choses comme ça, crée une sorte de trou parce qu'on sait pas trop où il veut en venir. Alors que si c'était un récit plus cohérent, on verrait peut-être plus les trous. Le rapport qu'il écrit pour la hiérarchie militaire qu'il a envoyée en 1892, qui fait à peu près 200 pages, est encore plus poussé de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a des histoires entières de régions de l'Afrique, et puis avec parfois lui comme héros dedans, mais on ne sait pas trop pourquoi on place de l'un à l'autre. Et c'est difficile, en tout cas pour moi, d'imaginer l'intention et la psychologie derrière. Et justement, je pense que ça vise à dissimuler toute intention. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'accumulation et de bombardement et puis de collage, comme vous le dites. C'est une sorte de brochure, en fait. Ça rassemble des écrits différents qu'on n'arrive pas trop à savoir ce qu'il aurait voulu faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il sait beaucoup de choses. C'est ça l'impression qui en ressort à la fin. Ce qui est génial, c'est sur la page de garde de ce livre, c'est ouvrage en préparation. Et là, il y a carrément une liste de 5 ou 6 livres, un roman historique, une histoire de l'Afrique centrale, un voyage au Niger. Enfin voilà, il y a avec différents genres, différents sous-genres. C'est comme si là, cette brochure, c'était un peu un test, un essai pour déjà coller des morceaux de ces différents genres. Et puis ça viendra, on a l'impression d'une sorte de puits de savoir inépuisable qui finira par être diffusé. Alors, c'est pas le cas, mais on a l'impression que c'est comme s'il promettait beaucoup. En écrivant déjà beaucoup, il promet aussi beaucoup et on a l'impression qu'il y en a toujours plus si on va aller chercher. Je crois que c'est le propre du métier d'informateur. Il faut toujours en avoir plus à proposer. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher la dernière information qui fait qu'on n'aurait plus besoin d'être essentiel. Et il est extrêmement doué pour toujours créer des nouvelles choses. C'est-à-dire il dit toujours qu'il a un autre document, qu'il a un autre secret. Il faut toujours créer ce désir pour plus. Alors il y a quelque chose aussi d'atypique dans cet ouvrage et dans la posture de celui qui l'écrit. C'est donc un Algérien, c'est donc au départ quelqu'un qui est arabophone, qui parle très bien, écrit ensuite très bien le français, mais c'est pas du tout quelqu'un, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a pas beaucoup trouvé dans l'historiographie jusqu'ici, c'est pas quelqu'un qu'on peut annexer au proto-nationalisme algérien. Hein. C'est compliqué de dire Djebari premier héros. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, il dit la cause de la conquête saharienne, c'est la nôtre. Pour que la France réussisse son entreprise, il faut qu'elle ose affronter ces barbares touaregs, etc. Donc on a quelqu'un qui est un colonisé, mais qui utilise parfaitement un certain vocabulaire de la colonisation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de très paradoxal ? À première vue, oui. C'est quelqu'un qui parle de manière très explicite au nom de la France, notamment dans ce livre, mais aussi à l'époque. Mais finalement, en creusant, je pense que c'est moins paradoxal que ça en a l'air. Que ça en a l'air, pardon. Pour plusieurs raisons. Un, parce que je pense que la division, on va dire, de la société algérienne, de manière très schématique et très moraliste, entre, d'un côté, les Harkis et les Moudjahides, c'est-à-dire ceux qui ont collaboré avec l'armée française et ceux qui les ont résistés, elle ne prend sens qu'au moment de la guerre de libération dans les années 1954-62 et après. Et en fait, ça, c'est un discours très politique en Algérie aujourd'hui. À la fin du 19e, ça marche pas vraiment comme ça. C'est-à-dire, effectivement, il y a des gens qui ont résisté, mais pour plein de raisons différentes, avec leurs propres agendas. Et il y a plein de il y a plein de personnes qui ont participé ou qui ont trouvé leur place, finalement, dans ce système colonial, avec aussi plein de raisons différentes. Donc, déjà, je pense que ça ne marche pas très bien de ce point de vue-là de séparer entre pro ou anti-français. Et ça marche encore moins bien quand on prend une focale plus large. Parce qu'on peut tout à fait être colonisé et impérialiste. Ça, c'est du point de vue mondial, on en voit énormément.
Alors, je vais vous donner un exemple où l'historiographie est plus développée. Le Kenya, qui est une colonie britannique donc, qui émerge à peu près dans cette période, est réservé à un moment, en tout cas c'est débattu, aux Indiens. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frange des Indiens, donc qui sont eux-mêmes colonisés par les Britanniques, considèrent que ce territoire en Afrique de l'Est devrait être une sorte de colonie naturelle pour leur expansion. Et en fait, ça, c'est pas forcément contradictoire à l'époque. Tout le monde a des projets d'expansion impérialiste, y compris les colonisés. Et c'est difficile, je pense, pour nous qui arrivons après donc un moment intellectuel au milieu du XXe siècle où on a vraiment divisé le monde entre colonialisme et anticolonialisme au moment de la décolonisation, de comprendre des imaginaires complètement différents et surtout de ne pas être moralisateur. Alors, c'est pas pour dire que je cautionne Djebari, et au contraire, ça m'a causé beaucoup de malaise parce qu'au début, il me paraissait comme un personnage beaucoup plus anticolonial, avec des écrits très forts sur la place de l'islam dans le monde face à l'impérialisme. Mais je pense qu'on ne peut pas tout simplement catégoriser les gens, et c'est notamment difficile du point de vue de l'histoire algérienne, peut-être plus que pour d'autres territoires anciennement colonisés. Avec un facteur supplémentaire qui, à la fois, on pourrait dire, rapproche Djebari de certains des colonisateurs, c'est que le rapport à l'antisémitisme et aux juifs algériens en particulier, il est très compliqué parce que les juifs algériens sont devenus citoyens, pas les musulmans algériens, et du coup, il y a un antagonisme sur lequel, en plus, peuvent jouer les colonisateurs pour leurs propres raisons, mais en tout cas, il y a un antagonisme qui ne doit ni être exagéré, ni sans doute minimisé, comme parfois on veut le faire aujourd'hui, sans doute avec de bonnes raisons politiques, pour dire, bon, la vie ensemble est possible. Mais il y a aussi cet antagonisme dans la société coloniale, et Djebari, il l'exprime clairement dans ses écrits, surtout qu'il écrit au moment de l'affaire Dreyfus. Il écrit, le pic de sa notoriété en 1895, c'est un moment où l'antisémitisme politique est extrêmement présent en France et en Algérie dans la population française. Donc c'est tout à fait dans le mainstream, on va dire, de son époque. Et dans ses écrits, c'est explicite qu'il écrit, alors pour la France laborieuse, c'est au début du livre Les Survivants, et contre les Juifs et les étrangers. Ce qui n'est pas évident à décrire, parce qu'effectivement, cet antisémitisme de la point de vue d'un musulman colonisé, il peut paraître surprenant. On aurait pu imaginer que, avec une version un peu irénique, une alliance des opprimés de différentes manières, une sorte de ligue contre le racisme version 1890. Pas du tout. Là, il prend appui du côté du nationalisme français qui émerge, qui a tendance à instrumentaliser en fait les musulmans, pas juste en Algérie, contre les juifs. Histoire qui d'ailleurs n'a pas été beaucoup décrite, c'est-à-dire cette idée que l'affaire Dreyfus, évidemment, c'est très connu, mais comme on l'étudie qu'en métropole, c'est-à-dire on oublie souvent que les seuls morts de l'affaire Dreyfus se sont passés en Algérie, on oublie qu'en fait les musulmans étaient déjà impliqués dans cette affaire. Alors à la fois du point de vue du discours, c'est-à-dire que les principaux antisémites, dont Drummond qui a été élu député à Alger, ont parlé beaucoup des musulmans, mais aussi en tant qu'acteurs des deux côtés, c'est-à-dire c'est pas particulièrement qu'ils sont plus antisémites que les autres, mais en tout cas ils sont présents dans cette affaire. Donc Djebari, lui, prend très, très clairement appui du côté des anti-Dreyfusards, sans qu'on sache si c'est uniquement par opportunisme. Peut-être qu'il sent que c'est de ce côté-là qu'il peut se faire le plus d'alliés. C'est de ce côté-là, en tout cas, qu'il y a des détracteurs du régime en place, et donc qu'il est plus facile de vendre une sorte de complotisme, en fait, de dire « Ah bah oui, on vous cache la vérité, vous voyez, il y a des gens en place ». Ça s'inscrit très bien dans l'antisémitisme de l'époque, mais aussi ça marche assez bien avec ces écrits politiques d'avant qui se lamentent de la manque de place des musulmans dans le monde par rapport à des ennemis qui, alors, dans ces écrits étaient plutôt l'Europe d'une manière générale. Et là, dans les années 1890, il y a plus un glissement où on parle plus spécifiquement des Juifs, glissement qui est en fait assez cohérent dans l'époque. Quand on lit d'autres personnages, qu'ils soient français ou arabes de l'époque, on voit un glissement assez proche.
Si on parle un peu de la forme du livre, c'est un livre qui, par certains côtés, ressemble à un certain nombre de parutions relativement récentes. On pense à Guillaume Lachenal, le médecin qui voulut être roi, parce qu'il se met en scène dans sa propre enquête. Vous faites ça aussi beaucoup à beaucoup de moments. Vous dites aussi que vous avez hésité sur la forme. Est-ce que ça peut être un personnage de fiction? Est-ce que ça peut être un article scientifique? Est-ce que ça peut être un objet hybride avec des passages en romain ou en objectif et des passages en italique où on se raconte menant l'enquête? Donc c'est cette forme qui est retenue. Pourquoi cette forme a été si difficile à trouver? Comment vous avez fait le choix final, on va dire? Vous avez beaucoup discuté, j'imagine aussi. Il y a aussi un commentaire d'un lecteur de la revue Past and Present qui a dit l'auteur devrait faire un livre et pas un article, ça se vendrait bien. Bon, alors voilà, on vous le souhaite, mais comment se sont faits les tâtonnements un petit peu autour de la forme d'écriture? Alors au début, déjà, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un livre sur Djebari. C'était un chapitre de ma thèse. Le jury de ma thèse m'a dit très judicieusement: ce chapitre n'a pas grand-chose à voir dans cette thèse, ce personnage, il se passe quelque chose d'autre, il faut en faire quelque chose de séparé. J'ai essayé d'en écrire un article en me disant, voilà, un personnage, c'est une petite histoire, on fait un joli article scientifique. Et puis ça ne marchait pas. C'est-à-dire cette tentative d'écriture objective, de dire Djebari était à tel moment, il a fait ça, ça ne marchait pas parce que la plupart des informations sur lui étaient invérifiables. Et puis, surtout, ça détruisait complètement la force du personnage, qui est justement de créer le doute à l'époque. Et du coup aussi de tendre un miroir à l'enquêteur, parce que comme c'est quelqu'un qui produit de l'information et du récit, et que l'enquêteur il cherche à établir si ces informations sont vraies et à créer son propre récit, il y a tout un jeu de miroir, sur lequel vous revenez longuement, mais qui du coup justifie de se mettre en scène aussi. S'il y a le miroir, il y a forcément celui qui se regarde dans le miroir. J'espère que c'est justifié. En tout cas, pour moi, à un moment, c'est devenu nécessaire dans l'écriture. J'en ai beaucoup discuté donc avec mes éditeurs, Antoine Liety qui dirige la collection et Pauline Labbé à Fayard, qui effectivement, on a beaucoup parlé de cette tendance, c'est-à-dire, j'en parle un peu dans le livre, mais toute cette tendance des historiens de se mettre en scène. On a aussi un livre assez intéressant récemment d'Enzo Traverso qui critique cette tendance, ce qu'il appelle le narcisse historien. L'idée, c'était de trouver comment faire ça de manière différente, avec un personnage donc, qui n'est ni un membre de ma famille, ce qui est souvent le cas dans ce genre d'enquête, ou un inconnu, mais qui est quelqu'un qui est lui-même un enquêteur, et donc que cette intervention de l'historien que je suis ne soit pas gratuite ou une sorte d'autopromotion, mais vise au contraire juste à intervenir dans les moments où ça permet de faire plus de lumière sur la complexité du personnage de Djebari. Donc trouver les moments où intervenir, ou faire venir ma propre émotion, mes propres incompréhensions de chercheur, c'est effectivement demander beaucoup de réécriture, parce qu'il y a beaucoup de moments où ça paraissait un peu gratuit, finalement le lecteur n'a pas besoin de savoir ces choses sur moi. Mais à d'autres moments, j'avais l'impression, et j'espère que c'est le cas, que ça pouvait servir à mieux comprendre la force de ce personnage et aussi toutes les choses qu'il arrive à faire que moi, je n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, moi, je n'arrive pas finalement à mentir comme lui. Tant mieux pour un historien, peut-être. Oui, alors après, peut-être que je mens par accident, ce qui est encore pire. Lui, au moins, il fait ça de manière très intentionnelle et très intelligente. Moi, je vous rassure, j'ai pas essayé de mentir dans cet ouvrage, mais c'est compliqué de mettre en question sa propre vérité. C'est un livre qui est un livre du temps du Covid, du point de vue de la recherche, et il y a des passages très intéressants. Et je dirais, on a parlé du mensonge à l'instant, c'est un livre assez honnête sur finalement pourquoi la recherche n'est pas l'activité parfaitement noble où le chercheur va aux archives avec abnégation de 9h à 20h à la fermeture et a vu tous les cartons dans un ordre hyper bien pensé, parce que vous vous dites, bah voilà, ça je l'ai trouvé par hasard, ça c'est quelqu'un sur un forum qui m'a aidé, ça c'est via Twitter que j'ai eu cette info. Donc ça c'est assez singulier, c'est lié à la pandémie, c'est lié aux conditions d'écriture du livre. C'est lié à la pandémie et à Djebari. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui utilise l'information d'une manière aussi déstabilisante, on est obligé de se questionner sur ses propres méthodes. Et c'est aussi tout à fait lié à la pandémie où en fait je pouvais plus me cacher, notamment le réflexe physique d'aller à l'archive. C'est-à-dire de dire on a vraiment fait de la recherche que lorsqu'on est allé dans une archive et qu'on a ouvert tous les cartons, alors que beaucoup d'historiens du numérique nous disent déjà depuis des années que c'est pas vrai. Et ils ont écrit des choses très intéressantes là-dessus. Mais moi, finalement,
justement, en essayant d'écrire cette enquête, au début, on avait cette enquête un peu héroïque où, voilà, j'allais aller, par exemple, au Bénin, à Cotonou et à Porto Novo, retracer. Et puis finalement, avec la pandémie, c'est devenu impossible. Alors, j'aurais pu attendre. J'y ai réfléchi. J'aurais pu attendre et en fait écrire un livre qui aurait été beaucoup plus dans la mise en scène de mon voyage. Finalement, je suis un peu impatient, mais j'ai aussi trouvé ça plus intéressant de m'arrêter justement sur ce moment d'incertitude où on trouve des choses un peu par hasard et on ne sait pas trop, parce que je trouve ça peut-être plus différent que ce que d'autres personnes qui ont fait des travaux bien mieux recherchés que les miens ont fait. Je pense effectivement que c'était quelque chose que je n'avais pas lu. Je n'avais pas lu tout à fait cette mise en danger de l'historien qui n'écrit pas un livre Pascal où il sait tout, mais qui écrit un livre au fur et à mesure que ça se construit. Et je trouvais finalement chez mes collègues cette tendance à avoir une sorte d'enquêteur parfait assez dangereuse, parce que ça finit un peu par ressembler à ce que fait Djebari, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être celui qui sait tout sur tout et de juste donner comme ça des informations au lecteur. C'est pas très honnête, je trouve. Alors du coup, il y a un épisode particulièrement révélateur de ce point de vue-là, c'est l'épisode de la, entre guillemets, naturalisation de Djebari, c'est-à-dire que c'est un Algérien colonisé qui devient citoyen français, donc c'est pas à proprement parler de naturalisation, mais c'est une obtention de citoyenneté qui implique la perte du statut personnel musulman, voilà, vous le racontez dans le livre, et c'est un mécanisme connu, bien que complexe et qui a concerné très très peu de monde. La manière dont vous tombez sur cette information, elle est effectivement pas dans les manuels d'historiographie, on pourrait dire. Il y a eu beaucoup d'échecs qui sont complètement dus à mon incapacité à bien lire les choses. Donc j'ai cherché longuement dans la liste des naturalisés. Ils n'étaient pas dans la liste des naturalisés. En fait, ils ne sont pas sous les naturalisés parce qu'ils ne sont pas étrangers. Ils sont admis, comme vous venez de l'expliquer, à jouir du droit de citoyenneté. Je ne le trouvais pas dans la liste des personnes admises à jouir du droit de citoyenneté. Donc je me suis dit qu'en fait, il avait dû mentir sur cette naturalisation. Et puis, oui, c'est-à-dire, c'est un jour, je l'ai retrouvé sur un forum qui s'appelle jet'aide.com et finalement sur des sites d'entraide qui sont faits pour des Algériens qui, aujourd'hui, cherchent à prouver qu'ils ont eu des ancêtres naturalisés pour bénéficier de la nationalité française aujourd'hui. Et donc, ces sites qui sont très nombreux, en fait, ont des informations extrêmement précises sur les listes des naturalisés. Donc, je l'ai retrouvé comme ça, en me disant, mais c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas pu inventer qu'il y avait un Messaoud Ben Ali Djebari né à... Enfin, c'était trop précis. Et puis, il n'est pas assez connu pour qu'on l'ait inventé. Mais d'où venait cette information? Et c'est là où j'ai dû reprendre dans le sens inverse et me rendre compte qu'en fait, les décrets de naturalisation étaient autre part et je les ai retrouvés. Donc, on est revenu à un document archivistique, mais par un moyen complètement détourné. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus courant dans la recherche que ce qu'on le dit. Et peut-être qu'on arrive à l'archive à la fin comme une sorte de preuve ultime ou comme un des éléments, pas forcément le meilleur d'ailleurs, mais le restituer dans son contexte social, c'est différent. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de travaux pour lesquels des références bibliographiques ont d'abord été trouvées un peu par hasard sur Google Books, et ensuite on est allé voir le volume en bibliothèque pour vérifier la pagination et la citation exacte, mais c'est pas impossible que le moteur de recherche ait pu jouer ce rôle. Voilà. Je voulais vous poser une question, comme le livre en plus est dédié en partie aux personnes qui vous ont appris l'arabe, une question sur la place de la langue arabe dans l'enquête et dans l'écriture du livre. Alors moi, je n'ai pas grandi en parlant l'arabe. Je l'ai appris tard et j'ai eu beaucoup de... Enfin, c'est une langue que je lis difficilement. Alors, je lis l'arabe, hein, mais comme on devrait le faire quand on travaille sur l'Algérie coloniale. Mais j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à cette langue. Ce qui est important parce qu'au début, quand je lisais les documents de Djebari, je les lisais surtout en traduction. Puis, je lisais la version arabe et du coup, je me disais que peut-être que si je parlais mieux arabe, j'arriverais à comprendre où était la supercherie. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que non, c'était juste qu'il était un personnage compliqué. Alors, l'arabe joue un rôle très important pour Djebari. Évidemment, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, en quelque sorte. Hein. Il est interprète militaire pendant une période. Mais aussi, ça a changé la manière dont je comprenais le rôle de l'arabe. Je pense qu'en France, notamment, moi j'ai grandi en France, on voit souvent la langue arabe comme quelque chose de propre, de local. Voilà. Quelque chose de local qui appartient à une population immigrée, donc de provinciale, et qu'il faut donc perdre cette langue provinciale pour atteindre la langue universelle qui est le français.
Or, ce qu'on se rend compte à travers la vie de Messaoud Djebari et plein d'autres, c'est que l'arabe est une langue de mondialisation à l'époque. Et donc c'est l'arabe qui lui permet pas juste d'être un informateur local en Algérie, mais de voyager. C'est-à-dire que quand il va en Afrique de l'Ouest, il peut voyager en Afrique de l'Ouest parce que même dans une Afrique entre guillemets noire, en fait la langue de l'échange à l'écrit, c'est l'arabe. Alors ça, c'est quelque chose que les historiens de l'Afrique de l'Ouest savent très bien. Mais pour moi, formé sur un terrain moyen-oriental, c'était en fait déstabilisant d'aller, par exemple, aux archives britanniques, lire des documents sur le Nigeria et de me rendre compte que la correspondance entre les autorités britanniques et les sultans au Nigeria se faisait en arabe. Et donc que l'arabe était une langue utile, non pas juste pour comprendre l'Algérie, mais pour comprendre en fait tout un monde de circulation qui ne sont pas visibles si on ne les lit qu'en français. Une dernière question peut-être, parce que j'ai la chance d'être avec un historien, notamment l'Algérie coloniale. Récemment, il y a eu des déclarations présidentielles expliquant qu'une commission mixte serait mise en place franco-algérienne pour étudier l'Algérie coloniale. Alors, vous avez réagi sur Twitter notamment, mais je voulais peut-être au micro vous demander comment vous voyez cette prise de position et ce rapport à l'histoire du président français et cette idée d'une commission mixte. Le fait que le président de la République souhaite faire montre d'activité à propos de l'histoire de la colonisation est très bienvenu. Parce qu'effectivement, on a besoin d'intervention des pouvoirs publics. C'est réclamé depuis de nombreuses années par de nombreuses personnes. Après, la manière dont c'est fait me pose de nombreux problèmes. Alors, d'abord, et principalement, l'étatisation de la recherche historique, en fait. C'est-à-dire que là, c'est le président qui vient commander, donc qui allait chercher Benjamin Stora pour produire un rapport, notamment, et qui, là, va nous rassembler une commission d'historiens. Et ces historiens, donc, vont être formés selon des principes nationaux, c'est-à-dire on va avoir une commission avec des Français d'un côté, des Algériens de l'autre. Cette approche ne reflète pas du tout la manière dont cette recherche a été faite. Elle a été faite d'une manière internationale, comme toute la recherche en histoire. Donc il y a des chercheurs britanniques, tunisiens, japonais, tout ça. Et les chercheurs qu'on décrit comme français ou algériens sont souvent, bien entendu, des deux côtés d'une histoire complexe. L'histoire de Messaoud Djebari révèle d'ailleurs que, même quand on essaie de comprendre la colonisation, il n'y a pas que la France et l'Algérie, il y a d'autres territoires. Messaoud Djebari, il va en Belgique. Il va au Nigeria, il faut aller le chercher dans d'autres endroits. Il est peut-être allé à Rome. Il est peut-être allé à Rome. À Bruxelles et à Lagos, c'est certain. Il faut déjà sortir de l'Empire français. Et donc, je pense qu'il y a un problème politique assez fondamental où la parole politique, au lieu de faire ce qu'elle devrait, c'est-à-dire de reconnaître la responsabilité de l'État français dans ce qui s'est passé, ce qui est quelque chose où là, pour le coup, le président de la République est tout à fait compétent, vient instrumentaliser et commander les historiens pour faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. On rappelle le titre du livre, Le désinformateur sur les traces de Messaoud Djebari, algérien dans un monde colonial, chez Fayard, dans la collection L'épreuve de l'histoire. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Est-ce que je peux être gourmand et en donner deux ? Bien sûr. Alors, le premier, c'est un très beau livre qui m'a beaucoup inspiré, de Fanny Colonna, qui est une chercheuse qui est malheureusement décédée, qui s'appelle Le moine, le meunier et les bandits. C'est chez Actes Sud, je crois. C'est une très très belle enquête, racontée aussi avec beaucoup de légèreté et une certaine poésie, sur un personnage complètement incroyable qui s'appelait Baptiste Capelletti, qui a vécu de la fin du 19e jusqu'aux années 1970 en Algérie, qui était italien, mais qui a vécu sa vie avec une musulmane qui a été mère, poète, médecin, archéologue, et puis elle reconstitue tout un monde autour de lui, c'est très beau. Et l'autre peut-être, pas juste pour donner de la lecture de livres, c'est une bande dessinée de Joe Sacco, qui s'appelle The Fixer, qui est une histoire de la guerre en Bosnie, à Sarajevo, vers 1994, où en fait il met en scène un de ses intermédiaires dans l'information, un fixeur, et qui est un personnage assez hilarant et surtout à qui on ne peut pas du tout faire confiance. Et c'est intéressant parce que c'est dans un contexte donc complètement différent, la Bosnie des années 1990, mais comment on réfléchit à ces personnages un peu troubles qui sont finalement très cruciaux dans l'information et qui ne sont pas toujours sur le devant de la scène, c'est un très bon exemple et ça se lit très bien.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.